Bonjour. Cette vidéo a pour objet d'illustrer la manière d'identifier les actifs forts des actifs faibles. Et pour cela, je vais utiliser l'indicateur écosystème spaghetti que vous voyez affiché sur mon écran, qui va nous aider à analyser la force relative des actifs entre eux. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle le spaghetti? Tout simplement car le résultat donne des fils de couleurs qui s'entrecroisent et qui vont nous permettre de comparer les entrées-sorties de capitaux sur un ensemble d'actifs afin de nous aider à visualiser les tendances qui se dessinent. Qu'est-ce qu'on appelle un actif fort et qu'est-ce qu'on appelle un actif faible? Tout simplement, lorsqu'il y a une tendance haussière, les actifs forts, représentés ici en bleu, vont avoir tendance à surperformer le marché, alors que les actifs faibles vont avoir tendance à résister à la force d'achat, donc à monter moins vite. A l'inverse, quand il y a une tendance baissière, c'est-à-dire une pression vendeuse, les actifs forts vont avoir tendance à supporter cette pression beaucoup mieux que les autres et donc à descendre moins vite. Alors que les actifs faibles vont plutôt avoir tendance à sous-performer et du coup descendre beaucoup plus rapidement. Alors est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? C'est ni oui ni non, tout dépend un petit peu de l'approche que vous avez. Pour des positions longues, il va mieux falloir choisir des actifs forts, parce qu'ils vont surperformer dans les phases haussières et mieux résister, mieux supporter la pression dans les phases baissières. Et si vous êtes plutôt dans une logique de position short à la vente, il va mieux falloir dans ce cas-là choisir des actifs faibles, puisque sur les phases baissières, ils vont avoir tendance à sous-performer et ne pas trop remonter sur les tendances haussières. Revenons maintenant sur l'indicateur. En fait, il va vous aider à voir ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles sur une période de temps donnée. Là, par exemple, je vous donne une illustration sur les indices, où j'ai utilisé le dollar index comme base de référence. Et on voit que sur la partie haute, les indices américains et européens surperforment largement le dollar, tandis que les indices suisses, japonais et anglais se maintiennent, alors que l'indice de Hong Kong est plutôt à la traîne. Voilà, donc je l'ai appliqué ici sur les indices, mais ça peut tout à fait s'appliquer sur le forex, sur les actions, sur les matières premières ou sur les cryptos. Pour le reste de la démo, je vais l'appliquer aux crypto-monnaies car les cycles sont plus courts et cela permettra de mieux visualiser la circulation des liquidités entre les actifs sur des périodes courtes. Donc j'ai pris comme base de référence le Bitcoin, vous voyez sur la charte BTC USDT, et j'ai posé l'indicateur dessus. Donc dans le menu indicateur, script sur invitation, vous prenez écosystème spaghetti. Il s'ajoute donc sur la charte, il est ici en haut. Je vous expliquerai après pourquoi j'en ai mis plusieurs. Et donc ça vous permet de voir le plat de spaghetti des différentes cryptos, pour les comparer entre elles. Alors ce plat de spaghetti ne s'affiche pas comme ça du premier coup, il y a un petit peu de travail la première fois, il faut le configurer. Donc déjà pour le configurer, je vous préconise très fortement d'ajouter une mise en page, un chart, une layout spécifique sur TradingView. En allant sur ce petit bouton là-haut, vous faites nouvelle mise en page et vous créez une page dédiée à cet indicateur, ce qui vous évitera d'avoir à le reconfigurer à chaque fois. Ça vous permettra d'avoir un layout dédié pour vos analyses de chart avec des indicateurs plus classiques et un layout dédié pour la comparaison de la force entre les différents assets basé sur cet indicateur qui sera donc préconfiguré et sauvegardé. Une fois que vous avez créé ce layout dédié, dans l'indicateur spaghetti, vous allez pouvoir renseigner les différents actifs sur lesquels vous voulez effectuer la comparaison de force relative entre ces assets. Donc pour le remplir, tout simplement, vous choisissez dans la liste dans TradingView les actifs qui vont bien. Moi j'ai fait le choix ici de mettre le top 30 des crypto-monnaies. Donc pour mettre le top 30, c'est assez simple, j'étais sur le site que vous devez certainement connaître qui s'appelle coinmarketcap.com, sur lequel vous trouverez la liste ordonnée des crypto-monnaies par capitalisation décroissante. Donc je les ai pris les unes après les autres pour les rentrer dans l'indicateur en prenant soin de ne pas mettre les stablecoins. Donc ce qui donne ceci. Les couleurs, si vous le souhaitez, sont modifiables. Vous cliquez sur la couleur, vous la changez. Et c'est à peu près tout pour la configuration de base. Ça vous permet d'afficher la légende ici, j'ai mis top right pour qu'elle s'affiche dans le coin supérieur droit. Et j'ai donné un petit nom qui s'appelle ici top 30 que j'ai configuré
ici. Voilà, rien de très compliqué à ce stade. Il se peut, quand on a des écarts de prix importants, enfin en tout cas de performance importante, comme on le voit sur la charte entre ceux qui sont très hauts et ceux qui sont plus bas, que certains libellés se retrouvent un peu étriqués les uns sur les autres. Donc pour ajuster ça, tout en bas, vous avez ici une sorte de truc et astuce, si je puis dire, qui permet de décaler les libellés qui sont trop proches les uns des autres. Donc ici, ceux qui se recouvrent en termes d'écart de performance de moins de 3% seront décalés de 4 bougies. Si jamais ce n'est pas assez, vous mettez 10 bougies. Vous allez voir que les libellés vont se décaler beaucoup plus sur la droite. Donc libre à vous d'augmenter ce pourcentage pour pouvoir faire en sorte que les libellés s'écartent pour qu'il y ait au moins 5% d'écart de prix entre chaque étiquette. Voilà. En tout cas, là, on arrive à beaucoup mieux visualiser les différents écarts. Hop, je vais mettre que 6. On va considérer qu'on est bon comme ça. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas de sauvegarder votre configuration en cliquant sur le petit bouton sauvegarder de votre mise en page, de façon à ce que cet indicateur reste mémorisé avec les paramètres que vous venez de configurer. Ceci étant fait, vous pouvez également ajouter une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois l'indicateur. Il n'y a pas de limite à ça, hein. Seulement la limite va être celle du nombre d'indicateurs que vous avez dans votre abonnement TradingView. Et donc j'ai refait l'exercice moi avec environ 25 actifs par indicateur. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les légendes, on peut les mettre dans chacun des 4 coins de la charte. Ce qui fait que je me retrouve avec le top 30 en haut ici à droite, en dessous du top 30 jusqu'au top 50 en bas à droite. Ici en bas à gauche, j'ai mis du top 50 jusqu'au top 80. Et puis en haut à gauche, j'ai mis du top 80 jusqu'au top 110, ce qui fait que j'ai le top 110 des crypto-monnaies qui s'affichent sur la même charte, qui me permet de comparer les différentes performances relatives entre elles. Bien sûr, c'est pas exploitable en l'état parce qu'il y a trop de données, mais au moins ça vous donne un canevas d'analyse où vous avez toutes les crypto-monnaies les plus fortement capitalisées qui sont comparables entre elles sur un même graphique. Alors pour la pédagogie, je vais les masquer, mais sachez que voilà, vous pouvez faire procéder de cette manière pour pouvoir étayer vos analyses et comparer des cryptos beaucoup plus larges. Là, je les ai classés par capitalisation, mais vous pouvez tout à fait les classer par secteur, tout l'écosystème Ethereum par exemple, ou toute l'industrie de la DeFi. Ce qui va être intéressant de faire ressortir, une fois qu'on a positionné tous ces éléments, ça va être de pouvoir voir l'évolution dans le temps. Et là, on va être sur une logique de rotation des capitaux. Ce visuel représente différents actifs ou différentes familles d'actifs. La famille d'actifs violets, les verts, les oranges et les roses. Et tous ces actifs ne vont pas monter en même temps et ne vont pas descendre en même temps. Il y a une forme de circulation des liquidités entre ces actifs, entre secteurs d'activité, entre marchés, créant ainsi des vagues sur les différents marchés. Alors l'intérêt de ces vagues, c'est de pouvoir les identifier pour pouvoir, si vous êtes dans une stratégie à l'achat, identifier une tendance ascendante, vous inscrire dedans et sur la montée de vendre vos positions pour pouvoir identifier une nouvelle tendance ascendante et recommencer et recommencer. Si vous êtes plutôt dans une stratégie à la vente, le même schéma fonctionne, de se dire vous allez identifier une tendance descendante, baissière, prendre le toboggan de la descente, racheter vos positions sur la descente, de façon à rejouer le même schéma sur une vague qui recrée une tendance baissière, et ainsi de suite. Alors pour vérifier cette logique de rotation des capitaux, je me suis mis ici en configuration en mode de comparaison annuelle, pour voir d'une année sur l'autre comment évolue la performance des différents actifs. Et ce qu'on constate, c'est que sur 2023, c'est CAS et Sol qui ressortent un peu du lot, suivi de très près par Avax. Et ceux qui sous-performent, on est sur BNB, Ton, Léon, Atom et ainsi de suite. Si je vais voir sur l'année précédente, alors là il y a un peu beaucoup de courbes, je vais en enlever dans les options. Donc pour les enlever, très simple, vous décochez, donc je vais garder par exemple
les vertes et les bleues. Ça, je vais garder. ADA aussi. Dodge, AVAX aussi. Link. Donc je me retrouve maintenant avec beaucoup moins d'actifs. Ça sera beaucoup plus facile à partager en termes d'analyse pour la pédagogie. Ce qui est surprenant de constater, c'est que finalement les performeurs de 2023, Solana, AVAX et puis ADA qui reprend beaucoup de force, étaient finalement les moins forts de l'année précédente. Et à l'opposé, on a ici Ton et Léon, et qui se retrouvent, qui étaient plutôt forts en 2022, et qui en 2023 se retrouvent être les sous-performeurs. Donc voilà, ça c'est un bel exemple justement de rotation des capitaux, où les liquidités qui étaient sur ces actifs ont basculé progressivement sur ceux qui étaient les moins bons, qui sont eux devenus cette année les meilleurs. Cette fois-ci, je me suis mis en configuration trimestrielle. Donc on voit que à chaque trimestre, donc c'est-à-dire ici janvier 2023, ici avril 2023, juillet 2023 et octobre 2023, le point de référence repart à 0 pour pouvoir évaluer quels sont les surperformeurs et les sous-performeurs de chaque trimestre. Et donc voilà, ça permet de mettre en évidence d'autres éléments d'information sur la rotation des liquidités, puisqu'on voit ici que le jaune c'est BCH qui a fait une belle perf au second trimestre et qui se retrouve sur ce dernier trimestre être le bon dernier au niveau du classement du top 30 en tout cas. Et puis si je cherche, je suis sûr qu'on va trouver que AVAX, qui est le grand gagnant de ce dernier trimestre, était plutôt dans le bas du tableau sur les trimestres précédents. Donc voilà, ça c'est une autre façon d'utiliser l'indicateur pour vraiment arriver à identifier quelles sont ces vagues de roulement entre les investissements sur chacune des crypto-monnaies, ou actions, ou indices, ou monnaie, ou forex, et ainsi de suite. Je me suis mis cette fois-ci en mode de comparaison mensuelle, c'est-à-dire qu'à chaque premier du mois, on réétalonne la base de comparaison entre les actifs. Donc ici, je suis par exemple au 1er octobre, ici, je me retrouve au 1er novembre, et ici au 1er décembre. Ce qui est intéressant de constater, c'est que finalement, il y avait un ensemble d'actifs ici, un gros paquet, qui était sous l'indice de référence qu'on utilise, qui est ici le Bitcoin, et qui progressivement passent tous au-dessus. Voilà. Donc ça c'est intéressant, ça montre déjà qu'il y a un rééquilibrage entre l'indice de référence qui était toujours au-dessus du lot et qui commence à passer plutôt en milieu de peloton et avec des super performeurs qui ressortent du lot également. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'en analysant tout ça dans le détail, ça va permettre de mieux choisir les actifs sur lesquels prendre des positions longues ou prendre des positions short. Et si je poursuis maintenant en me mettant en mode de configuration semaine, vous avez compris la logique, on va pouvoir découper maintenant l'analyse à la semaine. Et donc, on est de plus en plus fin dans la façon d'analyser. On va pouvoir corréler ça en fonction des événements. Qu'est-ce qui se passe les semaines, par exemple, comme ici, où il ne se passe pas grand-chose, on reste très très groupé. Et les semaines où il y a des envolées de certains actifs, ou des sous-performances d'autres actifs. Et ça va vous permettre également, pour ceux qui sont beaucoup plus actifs dans leur trading, de changer d'actif, peut-être pas d'une semaine sur l'autre, mais en tout cas de voir venir sur le prix des éléments qui se dessinent, et qui vont laisser à penser en tout cas qu'il est temps de changer de cheval. Alors juste un point de précision, du coup quand j'analyse sur une périodicité plutôt weekly, je change de time frame pour passer plutôt en 4 heures, voire en 1 heure, de façon à ce que la lecture des performances relatives reste significative. Voilà. Et pour ceux qui sont très 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 actifs, je suis passé cette fois-ci en analyse journalière, avec une time frame adaptée, je suis en 15 minutes pour qu'on puisse voir les mouvements de prix.
donc ça va être pour ceux qui sont beaucoup plus dynamiques sur leur gestion de portefeuille, qui pourraient changer d'actifs d'un jour sur l'autre, ou en tout cas en cours de semaine. Je donne un exemple. On voit par exemple ici, alors je sais pas si c'est, je pense que ça veut être Uni qui donne des signes de force et puis qui commence tout d'un coup à avoir des signes de faiblesse, et on voit que le jour suivant, pardon, il commence à baisser. Voilà, typiquement, ça montre que peut-être qu'il est temps de changer de cheval. Et de la même manière, on va voir ici des actifs qui sont en train de reprendre de la force, qui sur la semaine suivante progressent dans le lot. Cette fois, je me suis mis en comparaison mode glissant, c'est-à-dire que je vais comparer sur une période glissante des 30 dernières bougies. Donc là, je suis en time frame 4 heures. Donc je vais comparer sur les 30 dernières bougies 4 heures, quelle a été la performance relative de chacun des actifs par rapport au Bitcoin. Voilà, et donc voilà ce que ça donne en termes de résultats. Donc cette fois-ci, je me suis mis en comparaison par rapport à une date spécifique. Donc ici, j'ai choisi date spécifique. J'ai utilisé la date du 10 mars 2023, qui est le bottom de 2023, pour mesurer quels ont été les assets qui ont le mieux rebondi suite à ce bottom. Donc vous voyez ici, là où il y a le trait qui s'est positionné, on est bien sur le 10 mars, et c'est le point de départ, le point de référence de ma comparaison de performance entre tous les actifs. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des commentaires de quel actif a fait quoi, mais on voit du coup ceux qui sortent du lot, on voit ceux qui sortent par le haut et par le bas bien évidemment, et on voit qu'au global sur l'année, depuis ce bottom, l'actif qui a le mieux réagi, c'est Sol, suivi de Link et de Avax, ou de Avax et de Link dans le bon sens. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile, que vous comprendrez mieux comment exploiter et utiliser l'indicateur à votre avantage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, ça me fera très plaisir, ça valorisera mon travail. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Certains me demandent quelle est la différence avec la fonction comparer standard qui est dans TradingView. Eh bien, je vais vous la montrer. Vous allez vite voir qu'elle est plutôt difficile à manipuler et pour effectuer des analyses, c'est pas si évident que ça. Alors pour l'activer, c'est assez simple ça par contre. Vous faites clic droit sur l'asset que vous voulez comparer et vous faites ajouter à comparer. Jusque là, c'est assez simple. Ce que fait la fonction finalement, elle fait juste qu'ajouter un indicateur sur la charte. C'est l'indicateur comparateur standard sur lequel elle met l'asset que vous avez choisi. Ce qui est plutôt bien fait, c'est que si vous en prenez plusieurs, vous allez pouvoir ajouter d'un coup plusieurs indicateurs, plusieurs assets à comparer. Attention cependant, parce qu'en chaque fois que vous manipulez ce menu à droite, ça change l'asset de référence. J'étais sur le Bitcoin, maintenant je suis passé sur Burger, parce que tout simplement j'ai cliqué sur Burger. Donc je suis obligé de revenir sur Bitcoin à chaque fois pour ne pas perdre mon élément de référence. Deuxième contrainte, c'est que si jamais je veux en ajouter un certain nombre, la fonction ici disparaît. Pourquoi? Parce que dès qu'on passe 10 indicateurs, 10 éléments sélectionnés, TradingView ne propose plus la fonction de comparaison. Donc ça c'est une contrainte qui est assez forte, vous pouvez en ajouter que 10 à la fois. Et au final, il va vous ajouter autant d'indicateurs que d'éléments sélectionnés pour comparaison. Donc la limite que vous allez avoir dessus, c'est tout simplement la limite de votre abonnement TradingView, puisque vous avez un nombre d'indicateurs maximum autorisé par charte. Deuxième point, c'est les couleurs. Parce qu'une fois que vous avez vos assets sur la charte, c'est super sympathique, mais c'est difficile de faire le lien entre les couleurs et l'asset sélectionné. Troisième point, c'est que la comparaison va être effectuée uniquement par rapport au point gauche de la charte, ce point-là. C'est-à-dire que si je me déplace ou si je zoome, vous allez voir par exemple le lien entre le orange et le violet ici. Je vais me déplacer un petit peu. Voilà, donc l'orange est descendu. Si je dézoome, il est complètement descendu, parti en bas. En fait, étant donné que le point de comparaison est la gauche, dès que vous bougez, tout bouge. Donc pour faire une analyse basée sur des cycles temporels, ça devient extrêmement compliqué, voire quasiment impossible. Et dernier point que je trouve très embêtant, c'est quand vous voulez modifier les configs,
il faut aller sur les indicateurs, sur chacun des indicateurs pour changer les couleurs, pour changer les éléments et ainsi de suite. Donc ça devient très très fastidieux à manipuler. Voilà pourquoi moi j'utilise pas cette fonction-là, même si elle est sur le papier très intéressante, dans la manipulation quotidienne, elle est quasiment inutilisable.